Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. On s'intéresse ce soir au Liban, un pays longtemps meurtri par la guerre civile. Affronter le passé pour construire un avenir meilleur. Est-ce possible? C'est ce qu'on va voir ce soir. Faut-il davantage parler du passé pour tourner la page définitivement? Est-ce la fin de l'amnésie? 4 invités ce soir dans Maghreb Orient Express. Frédéric Lafont, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, prix Albert Londres. Liban, des guerres et des hommes, c'est le titre de votre film, un documentaire en 3 parties. Il est diffusé sur France 5, il l'a déjà été à la RTS, la télévision suisse romande, et il le sera bientôt sur TV5 Monde. Avec nous également Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej, bienvenue à vous. Vous êtes réalisateur, vous êtes également plasticien, c'est important, on verra pourquoi tout à l'heure. Vous participez aux 13e journées dionysiennes, c'est à Saint-Denis près de Paris, festival où est présenté notamment votre film Je veux voir, c'était en 2008. Nous parlerons aussi de votre prochain film, The Lebanese Rocket Society, l'étrange histoire de l'aventure spatiale libanaise. Il sortira en France le 27 mars prochain. Première diffusion sans doute aussi à Beyrouth, on le signale le 16 mars, pour une sortie prévue en principe le 11 avril dans la capitale libanaise. Et puis on prend la direction de Beyrouth, justement, où nous attend Chérine Yazbek en duplex. Bonsoir à vous, vous êtes photojournaliste, vous réunissez ce coffret que je montre à l'antenne. Le voici. Il s'agit de photos que vous avez vous-même réalisées il y a plusieurs années. Elles sont présentées à Copenhague au Danemark. Elles sont également présentées à Beyrouth au Plan B, à Berlin également. La guerre civile libanaise, Chérine, première question, est terminée depuis plus de 20 ans. Pourquoi aujourd'hui cette édition limitée Beyrouth Destroy? Pourquoi ressortir ces clichés aujourd'hui? Alors en fait, c'est un peu un hasard. J'étais en train de regarder un petit peu ce que j'avais comme négatif chez moi dans ma maison de campagne. Et j'ai regardé en fait ces négatifs, j'ai voulu les exhumer. Je peux dire aussi que la guerre en Syrie, en ce moment, ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé à Beyrouth chez nous il y a plus de 20 ans. Et quand j'ai vu tous ces négatifs qui étaient restés un peu dans l'ombre, j'ai voulu un petit peu regarder de plus près. Et j'ai pu m'apercevoir en fait qu'il y avait énormément d'images que j'avais complètement oubliées. Je savais même pas que j'avais pris en fait tous ces clichés. Il y avait des milliers de clichés. Et là, j'ai voulu les ressortir maintenant parce que je pense ça fait un peu un parallèle aussi avec les images qu'on voit en Syrie. Et c'est un peu un pan de notre histoire, notre mémoire qu'on ressort et que je voulais partager. Alors restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Frédéric Lafont, pourquoi est-ce que selon vous il est encore important aujourd'hui de parler de cette période douloureuse de l'histoire du Liban? Vous par exemple, quelle est l'intention de votre documentaire? Moi je suis allé au Liban depuis 1985 et j'étais très surpris avant de commencer ce travail de voir qu'il n'y avait pas de manuel scolaire pour enseigner aux enfants libanais leur histoire. Et je me suis dit, voilà, les rencontres que j'avais faites dans le passé, je pouvais redonner vie à une parole populaire qui a longtemps été écartée des récits qu'on a fait du Liban. On sait très bien qu'il y a eu des paroles d'experts. La parole a été confisquée en 1990 quand la paix a été signée. Il y a eu des lois d'auto-amnistie. Avec les accords de Taïf en Arabie Saoudite. Toutes les personnes qui auraient pu répondre de leurs crimes pendant cette guerre se sont auto-amnistiées et le peuple est resté orphelin de son histoire. Ce qui reste encore vrai aujourd'hui. Alors, on va maintenant parler de votre film, Johanna Hadji-Thomas, Khalil Jorej. Vous racontez en fait un épisode qui a mystérieusement été effacé de l'histoire du Liban. Nous sommes au début des années 60, en pleine guerre froide. C'est le panarabisme, c'est le moment des rêves aussi, des utopies. Et en fait, un groupe d'étudiants et de chercheurs va se lancer dans la course vers l'espace et construire une fusée, première fusée arabe. Ça s'appelle The Lebanese Rocket Society, l'étrange histoire de l'aventure spatiale libanaise. On regarde. Les Libanais auraient un jour rêvé de conquête spatiale, on a du mal à y croire. Au tout début des années 60, pendant que la NASA terminait ses préparatifs pour envoyer sa première fusée Apollo dans l'espace, un petit groupe d'étudiants de l'université Haïgazian, mené par Manoud Manoubian, a lancé des fusées dans le ciel libanais. This is the very beginning. We start from scratch with tiny little rockets. It was an enormous accomplishment. Ce projet spatial était devenu un projet national. I looked at my students and said, now we can look at larger rockets. Les boys et les fusées, c'était une bonne histoire. And at that point, we decided to call it the Lebanese Rocket Society.
les choses changent. L'armée prend petit à petit le pouvoir. I was very leery of the rocket project. Our rocket had a very long range, which I assumed concerned countries surrounding Lebanon. The Israelis were looking at it, and the Syrians were looking at it, everybody's looking at it. And I thought, this is something that has to stop. Aujourd'hui, l'histoire du projet spatial libanais paraît presque impossible. Alors, une idée un peu folle. Offrir la reproduction à l'échelle de la fusée Sider 4 à l'université où tout a commencé. Ce rêve d'espace, je veux le partager avec d'autres. Et ce rêve ne s'arrête plus. طلع هون بالصورة بقول أنا شو كاين غشيم بس مصور الدخان ماشي ما في صاروخ. Alors Johanna Hadji-Thomas, comment avez-vous eu connaissance de ce projet puisque finalement il a totalement disparu des annales? C'était il y a une dizaine d'années. On a vu Khalil et moi dans un livre l'image d'un timbre, un livre édité par la Fondation arabe pour l'image. Et sur ce timbre, il y avait une fusée et il y avait la lune et une fusée aux couleurs du drapeau libanais. On s'est dit, mais ça, qu'est-ce que c'est exactement? Et donc, on a fait de très longues recherches pour enfin commencer à arriver à avoir quelques images et quelques renseignements sur ce projet. Ça a été un long travail de documentation. Khalil Korej, comment expliquer qu'un tel projet, parce que finalement c'est que du positif, c'est le rêve, c'est la grandeur, même d'aucun pays l'aurait justement mis en avant pour dire finalement à l'époque il n'y avait pas que les États-Unis, il n'y avait pas que l'Union soviétique qui avait des rêves de grandeur. Pourquoi ça disparaît comme ça? On a longtemps cru que c'était dû à un manque d'images, parce que certaines images auraient disparu du fait des guerres, du fait des exils des Arméniens, par exemple, parce que c'est un projet qui est né notamment dans la communauté arménienne du Liban. Et en fait, on arrive, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a été de bons chercheurs, mais on a trouvé les éléments. Donc il y avait quelque chose d'autre qui expliquait cette absence d'inscription de ce projet comme... C'était peut-être un problème avec notre imaginaire. Ça ne correspondait plus à la façon dont on pouvait se représenter soi-même. Ce rapport avec l'idée d'être contemporain, de pouvoir se penser comme faisant partie d'une recherche mondiale et globalisée. Tout cet aspect-là, aujourd'hui, nous semble peut-être impossible. Et pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi ça a pris fin? C'est notamment à cause de certaines influences, parce que ce projet était assez performant. Il y a eu des pressions de différentes ambassades de différents pays. On dit que De Gaulle aurait téléphoné lui-même d'ailleurs mais pour pas, demander. Pas seulement. Pas seulement. Il faut aller voir le film pour savoir. Il faut aller voir, oui. On va pas tout dire, mais on comprend. Oui, il y a l'armée libanaise qui s'en mêle, voilà. etc. Donc voilà, c'est assez complexe. On va pas tout dire ce soir. C'est un projet très sérieux. Bien sûr, oui, non, c'était une vraie course vers la conquête spatiale. Chérine Yazbek, vous ne connaissez sans doute pas, comme de nombreux Libanais, cet épisode de l'histoire du Liban. Peut-être une première réaction, vous allez voir le film. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette fusée libanaise? La fusée libanaise, moi, ça m'évoque un peu le Liban des années 60, le Liban qui était un peu plus évolué que le Liban que nous connaissons aujourd'hui, le Liban qui avait des aspirations peut-être un peu plus globales, plus internationales, et ce Liban qui était au milieu de tout ce monde arabe, toute cette région, qui était un pays finalement très avancé et qui, à cause de notre guerre civile, n'a fait que régresser. Et aujourd'hui, on voit l'état dans lequel il est. Il y a de la nostalgie moi, quand même. Ça m'intéresse beaucoup cette histoire. Mais il y a beaucoup de nostalgie quand on parle de cette fusée, de cette aventure. On l'a dit donc, menée à l'université à Aïgazian par des Libanais d'origine arménienne. Vous, dans votre travail dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a, vous avez évoqué la crainte avec l'actualité en Syrie, voisin du Liban. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté nostalgique? C'est peut-être tabou de le dire finalement, mais les images ont tellement vite disparu de ces immeubles détruits, de cette ville éventrée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté nostalgique? Il y a de la nostalgie, mais il y a beaucoup d'amnésie. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. J'ai envoyé les contact sheets en basse résolution à une rédactrice en chef pour un magazine avec lequel je travaille. Et elle m'a demandé si c'était des images de Syrie que je lui ai envoyées. Je lui ai dit non, c'est Beyrouth. Elle m'a dit, ah bon, mais t'es sûre, t'as été quand en Syrie? Je dis non, ça c'est Beyrouth en 91. Donc c'est plutôt, je dirais, un travail d'amnésie
On est dans une amnésie collective et c'est comme si on se complaisait dans cette amnésie. Il y a quelques années, l'Allemagne et la France ont fait un travail de mémoire commun. Ils ont écrit un manuel d'histoire commune. Les deux pays qui voulaient justement, les deux pays ennemis qui voulaient se réconcilier. Or, je voulais rebondir sur ce que M. Lafond disait, aujourd'hui, on n'a même pas été capable d'écrire un livre d'histoire qui puisse raconter ce qui se passe de 1943, ne serait-ce qu'à la guerre civile. Personne n'est d'accord. Donc c'est plus un travail de mémoire. Bien sûr, il y a de la nostalgie, mais il y a ce travail d'amnésie. On est dans une amnésie collective permanente dans ce pays. Alors Frédéric Lafond, vous évoquez cette date, 1943, c'est l'indépendance du Liban. Et depuis, en fait, il n'y a plus, dans les manuels scolaires libanais, d'histoire officielle. Alors le Liban, vous dites, on l'a souvent appelé la Suisse du Moyen-Orient. C'est un pays, vous rappelez, qui est grand comme vous allez me dire pourquoi vous souriez, qui est grand comme la Gironde, un département français. Pourquoi est-ce qu'il fascine autant ce pays ? Moi, je peux répondre que pour moi, j'ai grandi avec les récits de ces guerres. Après ça, je pense que c'est pas le même. Chacun a sa réponse pour cela. Pourquoi moi, je pense que c'est pas seulement. Je pense que c'est un cliché qui ne reflétait aucunement la réalité du Liban, même avant 1975. C'est pas parce qu'on pouvait aller passer des vacances, jouer au casino, qu'il y avait il y avait une vie culturelle exceptionnelle et une liberté de parole qu'on peut résumer ça à la Suisse, même s'il y avait la présence des montagnes. Je trouve que c'est un cliché qui ne dit pas ce qu'il y avait même avant 1975. Maintenant, pour moi, il n'était pas du tout question de travailler sur de la douleur et d'avoir des témoignages à quel point la guerre pouvait être horrible. Si j'avais consacré 3 années de ma vie à faire un film pour dire que la guerre est moche, j'aurais perdu 3 années de ma vie. Je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui, parce que chacun le sait, évidemment, et donc ce qui est très important, et pourquoi avoir aujourd'hui des travaux de mémoire comme ceci, c'est de voir comment le passé résonne aujourd'hui. Comment, comme vient de dire votre invité, c'est pas parce qu'aujourd'hui on raconte dans les manuels scolaires françaises qu'on fait les Allemands à Paris qu'un jeune Français va avoir envie de tuer des Allemands. Et ça, c'est la parole d'une des personnes que j'ai filmées, qui est libraire dans Beyrouth, et qui dit nous aussi on peut écrire sur notre histoire, non pas pour raviver les plaies, mais pour ne plus reproduire ce qui s'est fait. Et le passé n'est intéressant que pour cela. Le passé n'est intéressant qu'au présent. Ces êtres vont disparaître. Les acteurs de 1975 vont disparaître et avec eux leurs témoignages. Il ne restera que les versions miliciennes de l'histoire et celles des experts. Mais le peuple, lui, pour l'instant, n'a toujours pas droit à s'approprier et connaître cette histoire. Alors, des témoignages très forts, un Liban des guerres et des hommes, c'est donc en 3 épisodes, 75 à 82, 82 à 90 et 90-2012. La deuxième partie est diffusée ce soir, tout à l'heure à 22h heure française sur France 5. Une plongée dans la mémoire collective des Libanais de tous bords, de tous milieux et de toutes confessions. Voici un extrait. Une architecte témoigne dans ce qu'on appelle la Maison Jaune. C'est au carrefour Sodeco. La guerre a malheureusement éclaté dans cette ville en 1975. Beyrouth a été divisée en 2. Et cet immeuble s'est trouvé sur la ligne de démarcation, la ligne verte. Hélas, à cause de l'architecture géniale de ce bâtiment, un franc-tireur malin a découvert qu'en se plaçant au fond de cette pièce, il pouvait tranquillement tirer sur les gens dans la rue. L'architecte avait jadis conçu son plan pour avoir cette belle vue sur les passants. Le génie d'un architecte puis la folie des francs-tireurs auront malheureusement transformé cette œuvre d'art en une machine de guerre. Ce bâtiment est à l'origine de la mort de beaucoup de personnes sur le carrefour de Sodeco. Quand j'étais petite, j'entendais parler du carrefour de Sodeco. Et ce mot carrefour, pour moi, ça voulait dire la guerre. J'avais entendu parler des francs-tireurs, mais c'est là que je les ai vus. J'ai vu où ils se cachaient, comment ils faisaient pour tirer sur les gens. Mon propre père a été atteint par la balle d'un franc-tireur. Les éclats du métal sont restés dans son dos jusqu'à sa mort. Vous savez que les francs-tireurs tuaient même les chats qui traversaient la rue. Il leur suffisait qu'un truc bouge pour tirer. Johanna Hadji Thomas, qu'est-ce que vous évoque ce carrefour ? Vous le rappelez dans votre film, vous êtes né en 69, vous étiez petite au début de la guerre civile. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce carrefour, cet immeuble ? Cet immeuble aujourd'hui, il m'évoque ce qu'il est aujourd'hui, parce que moi je suis aussi quelqu'un qui pense que le passé m'intéresse seulement pour mieux vivre mon présent. Donc tout ce qu'on fait, Khalil et moi, c'est pour
analyser ou essayer de vivre. Alors cet immeuble va devenir bientôt, si j'ai bien compris, une sorte de musée de la guerre, et ça sera une trace un peu. Il va être laissé tel quel, mais pas seulement, parce que ça n'aurait pas été, à mon avis, très pertinent non plus, mais il va être investi je crois, d'œuvres et de mémoires de cette période, peut-être de témoignages, parce que les artistes, les cinéastes, les historiens, les écrivains ont aussi essayé de témoigner de certaines choses. Donc il y a beaucoup de mémoires, je dirais, au Liban, mais il n'y a pas un ordonnancement de ces mémoires. Il n'y a pas d'histoire, il y a beaucoup de mémoires. Vous ne sembliez pas d'accord tout à l'heure, Khalil Korej, avec ce que disait Chérine en duplex sur l'amnésie, si pour moi, il n'y a pas de problème amnésique. C'est-à-dire qu'on prend 2 Libanais, on leur dit le téléphone a une date et ils peuvent, il y a énormément de mémoire qui ressort. Mais de la part des autorités, en revanche. Ça devient un rapport au pouvoir et d'écriture de cette amnésie, c'est-à-dire que ça devient un problème d'histoire, justement. Il n'y a pas de problème de mémoire, il y a un problème d'histoire. Et qui écrit cette histoire? D'où on est pour écrire cette histoire? Il y a bien sûr beaucoup d'historiens, il y a même des penseurs. C'est étonnant que, par exemple, tout un groupe d'artistes qui ont commencé à pratiquer juste après les guerres ont presque tous voulu réfléchir sur une façon de représenter ce rapport à l'image et à l'histoire. C'était un point commun. Nous, on n'a pas étudié ni l'art ni le cinéma. Si on est venu à travailler, c'est peut-être par la nécessité de devoir parler de ces questions-là. Mais il y a une amnésie plus du pouvoir, comme vous dites. Des autorités. Ça, c'est sûr. Chérine Yazbek, est-ce que finalement, puisqu'il n'y a pas d'histoire officielle, est-ce que ce n'est pas à la société civile, à des photojournalistes, à des artistes comme vous, à travers ces photos, à travers ces clichés, finalement, de faire ce travail de mémoire? Moi, je ne pense pas que là, en tout cas pour rebondir aussi sur ce que dit Khalil, je pense qu'il y a aussi une différence entre l'intelligentsia libanaise aujourd'hui qui réfléchit sur la mémoire, évidemment avec Youssef Haïdar et la Maison Jaune, et le peuple. Est-ce que le peuple aujourd'hui, est-ce que les Libanais ont envie de savoir ce qui s'est passé ? Par exemple, quand j'assiste à ces manifestations de disparus, tout à l'heure on a évoqué les 17 000 disparus de la guerre, est-ce qu'on a vraiment envie encore d'entendre parler des disparus? On a toutes ces familles qui ne peuvent plus voir leurs enfants, leurs pères, il y a énormément de disparus au Liban. C'est comme s'il y a un rejet des Libanais par rapport à leur propre histoire. Chacun a son histoire, chacun va raconter à ses enfants qui a été le héros de la guerre, etc. Et on dirait que tout le monde s'arrange de cette histoire pratiquement intime. C'est-à-dire on a fait de l'histoire nationale une histoire intime. Bien sûr, aujourd'hui au Liban, on n'attend rien des autorités, on n'attend pas du tout à ce qu'il y ait un manuel d'histoire, et ça, on s'attend à rien du tout de ce côté-là. Mais je pense que c'est pas toujours aux artistes de d'écrire l'histoire ou de mettre le doigt sur un problème de société. Je pense qu'il y a aussi le peuple qui doit à un moment donné exiger. Alors, en tous les cas, les citoyens libanais, eux, prennent la parole, notamment Frédéric Lafond dans votre documentaire. Alors, question, après ce détour sur donc cet immeuble qui a une symbolique très forte, comment avez-vous choisi, vous, ces témoignages? Je savais très bien vers qui je ne voulais pas me tourner. Les porte-paroles, dont les propos pouvaient être de circonstance, tous ceux qui avaient parlé au nom de. J'ai cherché des personnes qui acceptaient de parler à la première personne du singulier pour faire un film mosaïque avec des fragments. Il est clair que si j'avais fait un pas de côté, ce serait un tout autre film. En fait, j'étais absolument surpris de voir, et le film est là, comment des êtres peuvent, qu'ils soient... quel que soit leur point de vue politique ou leur confession, entrer dans la guerre en disant on sait très bien pourquoi on rentre dans la guerre, qui quelques années après découvre que non seulement il y a des morts mais qu'on tire sur son propre clan. Comment on arrive finalement à une telle haine, comment on est embrigadé par des dirigeants politiques, au gré des alliances d'ailleurs. La haine, au début, on l'explique très très bien, mais à un moment, quand cette haine se retourne et que vous tirez sur votre propre frère dans votre propre maison, ce qui est arrivé à toutes les confessions au Liban, c'est un peu plus problématique. Et aujourd'hui, c'est le temps d'une parole où tout le monde a perdu.
à part quelques criminels de guerre qui sont encore bien présents, tout le monde a perdu. Et donc ce temps de la parole, c'est aussi un moment de dire il faut faire autre chose, il y a autre chose à faire. Criminels encore aux affaires et qui jouent des responsabilités, est-ce qu'il faut qu'il y ait une commission justice et vérité aussi pour avancer ? Mais de la part de qui ? Du pouvoir. C'est-à-dire que c'est le pouvoir qui veut se remettre en question lui-même. C'est délicat. Non, c'est pas délicat, c'est extrêmement compliqué. Le Liban est un pays extrêmement complexe. Je suis sûre qu'on le voit aussi dans votre documentaire. C'est-à-dire que tout est compliqué, mais je crois que nous, quand on a commencé à travailler, on était très étonnés par le fait que les gens n'avaient pas envie d'écouter ce qu'on disait ou de regarder justement ces années-là. Et avec le recul, maintenant, je peux aussi comprendre qu'on ait besoin aussi il y a toujours un moment où il faut attendre un peu. Et il semblerait qu'on ne soit pas prêt à ça, parce qu'on est encore dans quand même des conflits, on est encore très divisés, on a encore énormément de choses à résoudre. Donc, quel genre de commission aujourd'hui et qui va la présider ? Qui va participer ? Vous savez, toutes ces questions sont très difficiles. C'est encore un immense chantier. Peut-être juste, est-ce que justement, ça vous en avez conscience, vous en tant que journaliste, documentariste, est-ce que vous avez une appréhension ? Certains Libanais l'ont déjà vu. Est-ce que vous avez peur qu'on dise il y a plus de chrétiens qui témoignent, comme si finalement les chrétiens étaient les méchants contre les musulmans ? Il y a un milicien Amal du mouvement Amal qui s'est entredéchiré avec le Hezbollah qui dit, qui intervient à visage masqué. Est-ce que vous en avez tenu compte de tout ça ? Je vous fais une réponse paradoxale, c'est-à-dire que évidemment j'en ai tenu compte et on pourrait énoncer comme ça de façon très onusienne le fait que j'ai eu le souci que chacun puisse s'exprimer, mais chacun pour lui-même. Une fois de plus, il n'est pas le représentant, il n'est pas le représentant ni même de sa famille, ni d'un clan, ni d'un parti. Bien sûr. On parle à la première personne, dans la fragilité du témoignage humain. Et puis, surtout, après cela, certainement que les Libanais pourront remettre des étiquettes, mais c'est pas du tout moi qui ai mis une étiquette de savoir qui est chrétien, sunnite, chiite dans mon film. Ce sont des paroles de Libanais. Il y a d'ailleurs le libraire libanais Michel Choueiri, pardon de vous couper, qui dit clairement, souvent on ethnicise ce conflit, alors qu'il dit qu'il y a eu plus de morts entre chrétiens eux-mêmes et entre chiites, par exemple, eux-mêmes, que d'une communauté envers l'autre, finalement. Le temps presse, j'aimerais parler, alors dans votre film, vous avez décidé de reconstruire cette fusée, finalement. On l'a dit, vous êtes artiste également. Pourquoi ce choix ? Elle est aujourd'hui exposée, cette fusée, à l'université Agazian de Beyrouth. Pourquoi ? C'était très important pour nous de sortir de la nostalgie. C'est-à-dire que la nostalgie, pour nous, ça peut être récupéré en disant c'était mieux avant, regardez. Et ce discours, même politiquement, a des répercussions qu'on n'aime pas beaucoup. Et donc, il fallait être dans ce présent, comme Johanna le dit. Et donc, cet acte, qui est peut-être parce qu'on est plasticien, nous permet d'essayer de réactiver au présent cet hommage à des rêveurs. Parce qu'il s'agissait de rêveurs et que, d'une certaine façon, il fallait nous aussi qu'on puisse rêver, de pouvoir changer les choses. Ce film termine, je me tourne vers vous, Chérine, ce film de Khalil et de Johanna termine avec un certain écho sur les printemps arabes. Il y a notamment des coupures de presse dont l'une dit, vous le verrez quand vous verrez le film, désolé de vous le dire un peu à l'avance, la région bouillonne, c'est ça, Johanna ? Voilà, la région bouillonne, le Liban ronfle. On dit souvent que des pays comme le Liban, voire comme l'Algérie, n'ont pas vraiment bougé. Et la réponse de certains Libanais, c'est de dire on a trop souffert justement avec la guerre civile, on a peur de rebasculer dans l'inconnu. Est-ce que c'est la lecture que vous faites finalement du fait qu'au Liban ça n'ait pas bougé, même s'il y a eu des manifestations monstres en 2005 ? Le Liban, c'est un train fou avec des voyageurs et il n'y a personne pour conduire ce train. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les Libanais, ce qui les intéresse, c'est de vivre au quotidien. Ils ne veulent pas regarder le passé. Ce qui les intéresse, c'est de bien vivre au quotidien, qui est de la dolce vita, qui persiste, mais ils ne se posent pas beaucoup de questions et il n'y a que la société civile aujourd'hui qui pose les vrais problèmes comme le mariage civil, comme les droits des femmes, comme les droits à la nationalité pour les femmes. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui est complètement amorphe, une société apathique, enfin complètement
qui ne réagit pas. Merci beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup, Chérine Yazbek, d'avoir été avec nous ce soir dans Maghreb Orient Express. Je rappelle d'ailleurs aussi que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au patrimoine culinaire libanais. Merci d'avoir été avec nous. Alors merci à tous les trois également. Je vais d'abord montrer une image d'un confrère qui s'appelle Nadir Dendoun, qui est emprisonné en Irak. Il s'apprête à passer une 12e nuit dans une prison à Bagdad. Merci à vous, Chérine. Voilà, on voit le visage de Nadir Dendoun. Il a été arrêté le 23 janvier dans la capitale irakienne, malgré un visa de journalisme en bonne et due forme. Il est donc dans une prison militaire sans avoir été inculpé. Il effectue un reportage pour Le Monde diplomatique. Sa famille et son comité de soutien sont reçus demain au Quai d'Orsay par le ministère des Affaires étrangères. Il a reçu hier matin la visite du consul de France à Bagdad. Et puis on termine sur une bonne note avec ce dessin signé Riles Saïnouz, jeune caricaturiste algérien, qui est dédié à Maghreb Orient Express, puisque nous fêtons le 6 février nos 2 ans. Merci à vous tous pour votre soutien et votre fidélité. Je vais remercier donc tous nos 3 invités. Ça passe très vite. Donc on rappelle, 27 mars en France, la sortie du film. Et ce soir sur France 5 à 22h, Frédéric Lafont pour votre documentaire. Merci à vous. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express.